donc, qui est psychologue et psychanalyste. Ça résonne plus très bien maintenant, mais je dois quand même dire que ce que vous entendez depuis ce matin, c'est un travail orienté par la psychanalyse, hein, pour l'équipe Passe et Respire. Et le théâtre, enfin je pense qu'on peut, on a cité Freud tout à l'heure, voilà, c'est quand même la psychanalyse qui nous oriente, et donc là on va avoir une collègue analyste qui va nous montrer comment l'analyste va chercher en chacun ce qu'il a de plus secret. Hein, la pièce de théâtre, vous avez entendu que 2 personnes ont évoqué cette question du secret. Comment il va chercher ce qu'il y a de plus secret, ce qui est son symptôme. On va voir à travers 2 cas de migrants que l'analyste permet qu'un symptôme prenne forme, c'est-à-dire qu'il soit nommé, et qu'à partir de cette nomination d'un symptôme, finalement, ces sujets, qui sont quand même sans filet quand ils arrivent, vont trouver un peu plus à s'orienter. Donc, je laisse la parole à Edwige Chaki qui va nous montrer comment elle a travaillé avec 2 migrants sur cette question-là. Je voulais remercier Valérie de m'avoir invitée, parce que je suis très heureuse d'être là, et j'entends plein de choses qui sont passionnantes, et je vois des choses passionnantes, comme justement cet aspect théâtral tout à l'heure, et là la personne qui vient nous présenter les maraudes, c'est très enseignant pour moi. Alors j'ai intitulé mon texte « L'étranger de l'intime au politique ». L'éthique de la psychanalyse réside dans le fait de vouloir savoir quelque chose de cet étranger en soi qu'est le symptôme, et d'en tirer des conséquences dans notre lien à l'autre social et politique. À l'heure où la haine et le rejet de l'étranger prennent la forme d'un discours politique radical qui traverse l'Europe, il m'a paru nécessaire de rappeler en quoi l'orientation analytique peut permettre à chaque sujet de se rendre responsable de son destin en s'attachant à la singularité qui le compose. Suivant la perspective analytique, recevoir des étrangers, c'est tenter d'offrir à chacun de ces sujets une écoute particularisée, hors de tout discours généralisant qui annihile sa différence. Que ce discours soit social, économique, ethnique ou politique, voire même qu'il parte d'un très bon sentiment, là n'est pas notre position. Je souhaiterais illustrer cette orientation par donc voilà, j'ai noté 2 immigrés, juste petite parenthèse, si tu veux bien Valérie, quelqu'un dans notre champ a rappelé dernièrement, j'ai trouvé ça très juste, que moi quand j'étais plus jeune, on parlait d'émigrés ou d'immigrés, et on se plantait toujours, d'ailleurs on ne savait plus si on était immigré ou... mais on ne parlait pas de migrants. Donc il y a un peu un nouveau signifiant qui est apparu là, de migrants. Et ce qui est un peu malheureux dans ce signifiant, je dirais, c'est qu'il y a une sorte d'errance absolue. Parce qu'on est, ni on vient de quelque part, ni on va quelque part. Alors dans cette notion de immigré, où on se plantait, on ne savait jamais vu, mais au moins on essayait de mettre cette notion de à la fois d'où on venait et où on arrivait. Voilà, c'est tout, parenthèse. Donc moi je les ai appelés des immigrés, puisque je les ai reçus, et ils arrivaient en France. Et que je dirais que le point était là. Comment arriver en venant d'ailleurs. Donc je vais vous parler d'abord de Monsieur D. Et donc j'ai reçu ces 2 personnes dans le cadre d'une association qui est à Paris et qui est vraiment intéressante, qui s'appelle l'Espace psychanalytique d'orientation et de consultation, qui se trouve à Paris dans le 19e, et où on reçoit vraiment le tout venant, et où effectivement, du fait que les CMP sont débordés, enfin vous savez tout ça très bien, qu'il y a des listes d'attente dans les hôpitaux, dans les services sociaux, on est assez connu, et donc on reçoit énormément de personnes adressées par les associations, et moi donc j'ai reçu des personnes qui m'étaient adressées par France Terre d'Asile, par le COMED, par ce type d'association, ou alors qui simplement venaient par leur assistante sociale. Donc je reçois Monsieur D, et il était adressé par un médecin qui rencontre les personnes récemment émigrées en France et qui sont susceptibles d'obtenir l'AME, l'aide médicale d'État. Il est en France depuis 6 mois et a quitté son pays d'origine, un pays d'Afrique de l'Ouest, à la suite d'un contexte de guerre civile.
Âgé de 31 ans, il est alors logé chez des amis et sa sœur aînée de 34 ans, qui vit depuis 2005 en France, le soutient comme elle peut. Mais il est sans papier, comme on dit, et sans ressources. Cauchemar et symptômes. Je le rencontre alors qu'il est encore très fragilisé par ce qu'il a vécu en Afrique. En France, il ne parvient pas à dormir. Il se réveille chaque nuit vers 2 heures du matin et ne se rendort plus jusqu'au matin. Il a l'impression que quelqu'un tente de le tuer avec un couteau ou une arme. Ce sont ses mots. Il peut même entendre des bruits d'armes la nuit et se plaint de maux de tête et de douleurs abdominales. Plus d'1 mois plus tard, il me décrit encore un cauchemar qu'il fait à répétition. On le met à terre, le déshabille et il se réveille au moment où un policier lui tire dessus. Dans ce contexte de grande fragilité, je l'adresse à une collègue psychiatre qui lui prescrit un traitement et je me mets en relation avec des associations qui m'enseignent. Je dis bien qui m'enseignent parce que c'était l'un de mes premiers patients dans ce cas et donc j'ai appris à appeler les associations, à travailler en équipe et à comprendre ce que je pouvais, là où je pouvais l'orienter justement. Donc il m'enseigne les procédures à suivre pour une demande d'asile. 2 mois plus tard, il a retrouvé le sommeil et ne fait plus de cauchemars, même s'il reste très inquiet de la précarité de sa situation en France. Refuser le malentendu, faire émerger un choix. Peu à peu, je saisis qu'il a peu de chances d'obtenir le droit d'asile sur notre territoire, car son pays n'est plus considéré comme un pays à risque par l'État français. En outre, il me faut me décaler de sa demande, qui consiste à vouloir obtenir de moi une attestation étranger malade pour obtenir ce droit. Obtention d'autant plus improbable que ses symptômes les plus invalidants ont disparu depuis peu. Sans papier, il ne peut prétendre ni à un travail, ni à l'obtention d'un logement. Il se mélancolise fortement et face au réel auquel il se confronte, l'image d'une France rêvée à l'âge de 9 ans, c'est ce dont il m'avait parlé, se met à pâlir considérablement. Il a le sentiment d'être arrêté dans son existence. Il me dira la tête et les souvenirs en Afrique et le corps en souffrance en France. Lors d'une séance, il me demande explicitement si je peux lui servir à l'obtention de ses papiers. Et je fais le choix de lui répondre franchement par la négative. En effet, depuis plusieurs semaines, j'ai perçu que les séances tournent un peu à vide à cause de ce malentendu qui a pu s'installer dans son esprit. Lorsqu'il quitte le bureau ce jour-là, je pense qu'il ne reviendra peut-être pas la semaine suivante. C'est un pari que je fais. Il revient. Il est très découragé et fatigué et parle de sa mère âgée au pays. Il se plaint de sa difficulté de vivre en France et de ce cercle vicieux qui fait qu'il doit travailler pour vivre et ne peut travailler sans papier. Il se présente ainsi comme un objet pris dans la logique d'un autre capricieux. Je lui demande alors si face à toutes ces difficultés, il n'a pas pensé retourner dans son pays, s'il ne se dit pas parfois qu'au fond il s'est trompé sur la France. Il me répond décidé qu'il ne souhaite pas revenir dans son pays. Et j'arrête la séance là-dessus, comme une façon de faire résonner sa propre voix. Après quelques mois, il trouve enfin du travail en remplaçant un gardien de parking. Il travaille alors énormément pendant 2 semaines. Il revient cependant après cette première période de travail, très découragé et mélancolique. En interrogeant ce qui a bien pu se passer, j'apprends qu'il ne parvient pas à se faire payer. Il a travaillé au noir. Cette première expérience négative répète sa position d'être à la merci d'un autre capricieux. S'ensuivent de nombreuses séances qui se ressemblent et se répètent, pendant lesquelles il se plaint de ne pas trouver de travail et de ces journées qui lui semblent toutes identiques. Un jour, peut-être un peu lasse moi-même par cette répétition sans fin, je lui fais valoir que seul le sentiment qu'il a de vivre toujours la même chose prédomine, mais qu'au fond, il n'y a jamais une journée qui ressemble à une autre dans une existence. Je lui demande également ce qu'il fait quand il croit ne rien faire, s'il a découvert des lieux dans ses déambulations quotidiennes, lui faisant valoir qu'il y a toujours des occasions à saisir,
plutôt que de se croire pris dans un automatisme de la vie. Et j'écourte la séance en l'arrêtant sur ce point. Alors, il y a un moment de bascule. La séance suivante commence par un « ça va un peu mieux » avec un grand sourire. Je remarque que c'est la première fois depuis que je le reçois que je le vois sourire comme cela. Je ponctue. « Ah, vous souriez !» Comme il m'a souvent parlé d'une association où il va régulièrement lire les journaux et boire quelque chose au cours de ses longues journées, et aussi se réchauffer en hiver évidemment, il me dit qu'il est allé assister à un concert de musique gratuit. Je m'en étonne. Il s'agissait de violon et de hautbois. Il a beaucoup aimé. Il précise que c'était la première fois de sa vie qu'il entendait ces instruments. Je lui demande s'il aime la musique et ce qu'il aimait faire dans son pays. Son visage s'illumine et il parle de ses souvenirs d'enfant, de ce qu'il aimait faire quand il était petit. Il revient sur le concert et me dit qu'il a pu aussi faire connaissance avec un homme, qu'il croisait souvent là-bas, sans jamais avoir osé lui parler, et qu'en outre, une femme lui a offert quelques heures de travail pour faire le ménage dans son magasin. Je l'arrête là-dessus. Il a pu saisir sa chance. À partir de ce moment, il revient sur son passé, ce qu'il ne faisait jamais à part les premiers temps où il avait parlé de ce qu'il avait marqué pendant le conflit dans son pays. J'interroge son rapport aux femmes. Il revient alors sur ses premières fois et me parle de femmes plus mûres et expérimentées qui l'ont défloré car il était trop timide, c'est son terme. L'affect de la timidité revient fréquemment dans son discours et correspond bien à l'image qu'il renvoie. C'est un point d'inhibition qu'il a su mettre au travail, si j'ose dire, puisqu'il a dû faire l'effort d'aller vers les autres pour trouver du travail et développer ses relations sociales. La dernière fois que je l'ai vu, il a pu me dire que de venir me voir, ce sont ses mots, lui donnait du courage pour repartir dans le monde. Il commence à s'orienter du bien dire, comme dit Jacques Lacan, malgré sa timidité. C'est aussi une séance pendant laquelle nous sommes revenus sur le chemin parcouru. Je vous ai vraiment réduit à un suivi assez long. Depuis 1 an, il a beaucoup avancé. Sa tête est un peu plus en France et il a des projets. Il se sent plus capable de ne pas tout accepter de l'autre capricieux, mais au contraire, de se saisir des petits bonheurs et des occasions qui se présentent pour lui de travailler. Voilà. Je vais vous parler d'un autre cas, Monsieur B. Monsieur B, lui, vient consulter car il fait des cauchemars la nuit. Alors, par parenthèse, ce que m'a appris cette clinique, c'est que dans les tout premiers temps de traumatisme assez fort, j'avais ce qu'on a partagé aussi, parce que j'avais rencontré des gens de l'association Primo Levi, tu sais, où ils reçoivent des gens qui ont vécu des traumatismes de torture ou autre. J'avais des suivis qui commençaient par des premières séances où j'avais l'impression d'avoir affaire à une psychose déclenchée, enfin quelque chose de très 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 lourd. Et au fond, non, c'est la douleur et l'horreur qui rendent fou. Mais c'est une folie momentanée, au fond. On peut voir que ça se résorbe. Donc quand même, vous voyez, les premiers temps, dans les 2 cas, j'ai des personnes qui arrivent avec des symptômes très invalidants, surtout qui ne dorment pas, qui ont des cauchemars. Donc le premier temps, c'est quand même pour moi de faire cesser ça, pour qu'on puisse enfin reprendre le fil de la parole et d'autre chose que de vivre un cauchemar, parce qu'il y a un peu ça, il continue à vivre le cauchemar. Donc Monsieur B vient consulter car il fait des cauchemars la nuit. Arrivé en France depuis quelques mois, il a quitté son pays précipitamment après avoir échappé à la mort miraculeusement. C'est lui qui me le dira comme ça. Il y a un trou dans l'histoire du sujet. Jeune homme de 29 ans, il présente très bien et maîtrise également très bien la langue française. Dans son pays, devenu proche d'un oncle qu'il avait éclairé, c'est lui qui le dit, il organisait des réunions avec les jeunes de son village afin d'éveiller leur conscience politique. Il y a 2 ans, il a été arrêté une première fois par la police d'État et emprisonné 10 jours dans la prison locale. Il est alors menacé de mort s'il ne cesse ses activités politiques. Soutenu par les personnes importantes de son village, il est enfin relâché. Il choisit tout de même de reprendre ses activités politiques. Il est à nouveau arrêté
est torturé. C'est le seul mot qu'il me lâche au départ, mais il ne peut pas en parler. C'est trop présent encore. Il a décidé de consulter car il fait à nouveau des cauchemars toutes les nuits sur ce qu'il a subi et souffre de gros maux de tête. Il peut juste me montrer des cicatrices de coups reçus sur ses jambes en soulevant son pantalon pudiquement. Il parle peu des tortures, ne le peut pas. Je respecte sa difficulté et j'accepte qu'il garde le silence. Il y a un trou dans son histoire. Là, je vous cite une citation de Jacques-Alain Miller qui dit « Car même s'il s'agit dans l'analyse de faire vérité de ce qui a été, il y a ce qui a manqué à faire vérité, les traumatismes, ce qui a fait trou, ce que Lacan plus tard baptisera d'un néologisme traumatisme. » Je rappelle ça parce qu'effectivement, il y a aussi cette injonction toujours à parler. Et l'orientation analytique, c'est de respecter l'indicible. Là, il y avait encore de l'indicible. Monsieur B semble d'ailleurs plus enclin à parler de ce moment particulier de son existence, où il s'est évadé grâce à des camarades. Il se souvient que sa vie, c'est-à-dire que, ce que j'essaie de dire là, c'est que le trauma, la torture, il ne peut pas en parler, mais ce qui, au fond, a peut-être fait trauma pour lui, c'est qu'il y a un moment où sa vie bascule, et c'est de ça dont il me parle, c'est qu'à partir du moment où on est venu l'aider à s'enfuir, sinon il serait sans doute mort là-bas, enfin c'est comme ça qu'il l'a vécu, il est obligé de quitter son pays. Et sur le moment, il n'avait pas pensé ça. Là, on lui dit, il faut que tu partes, parce que sinon tu nous mets en danger, tu mets en danger ta famille. Et c'est ça qui fait qu'il va passer dans un pays limitrophe, et avec l'aide d'un passeur, il va gagner la France. Donc au fond, il y a vraiment, ça lui tombe dessus, et il dit qu'il n'a pas particulièrement choisi la France. C'est vraiment s'évader pour partir. Et quand je le reçois, il n'a pas de logement, il dort dans un café la nuit. Un ami qui y travaille le fait entrer discrètement tous les soirs après le service et il dort par terre derrière le bar. Il est adressé par une association qui le conseille pour faire valoir ses droits et lui a permis de faire une demande d'asile auprès de l'OFPRA. Lors de la première consultation, il est très décidé. C'est vraiment ce qui est frappant chez lui. Et il considère qu'il doit faire quelque chose pour ses maux de tête et ses cauchemars. Donc il vient vraiment m'adresser un symptôme, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a déjà une demande qui peut assez rapidement être prise en charge par le discours analytique, quand quelqu'un vient vous adresser un symptôme, justement. Urgence temporelle, comment voiler le trou, comment bien dire. La séance d'après, il arrive très inquiet à sa séance, car il a reçu sa convocation pour l'OFPRA, ce qui signifie qu'il va devoir raconter son histoire et justifier de son choix de la France. Il considère toujours qu'il n'a pas choisi la France, mais plutôt l'exil pour ne plus être en danger. Il appréhende beaucoup de parler de ce qui lui est arrivé quand il a été arrêté, ce dont il ne m'a toujours pas parlé, ce qui fait traumatisme. Et effectivement, ce qui est parfois très difficile pour ces sujets, c'est qu'à l'OFPRA, il faut en parler. Donc, où la temporalité est importante aussi à respecter. À la séance suivante, il est très inquiet à nouveau au sujet de ce rendez-vous à venir. Une personne de son entourage, dans l'association où il est logé, lui a dit qu'il allait falloir tout dire. Je réagis sur ce tout dire vivement. Il n'est pas question de tout dire, c'est impossible, mais de tenter de bien dire. Il fait un long silence, puis me montre l'espace du bureau. Et là, je comprends que là, il va tenter justement, auprès de moi, avant l'OFPRA, de bien dire ce qui lui est arrivé. Et il me dit qu'il a été jeté dans une pièce, pas plus grande que celle-ci, alors mon bureau, il faisait 3 mètres carrés, où s'entassaient 15 personnes. Il a été torturé, mais n'a jamais voulu parler. Dénoncer n'aurait fait que mettre d'autres hommes dans sa situation, sans la changer. Dès son arrivée, il a cru qu'il allait mourir, et a tout de suite pensé qu'il était de trop faible constitution et ne tiendrait pas le coup. Ce sont ses mots. Comme le dit Maurice Blanchot, il a vu l'instant de sa mort. Se rendre responsable de ses choix. Peu à peu, les cauchemars disparaissent. Lors d'une séance, il se souvient de son enfance et d'avoir été un petit garçon têtu qui ne voulait pas faire ce que sa mère voulait pour lui. Je l'arrête là-dessus. À la séance suivante, il revient sur ses activités politiques.
et dit qu'il ne regrette pas son action, même s'il a le sentiment d'avoir fait les choses sans se rendre compte des conséquences de ses choix. Je répète, les conséquences de vos choix. Et j'arrête la séance. Peu à peu, il s'inscrit en France, reprend la couture, activité qu'il faisait dans son pays et que son oncle lui avait transmise. Il s'installe dans un logement plus stable. Enfin, sa demande d'asile est acceptée. Alors qu'il vient d'être accepté en France, il s'en veut beaucoup, en pensant au fait que sa famille doit être inquiète pour lui et qu'il ne peut les informer. Il ne peut pas vraiment profiter de sa vie ici. Il parle alors de son oncle qui l'a ouvert à la conscience politique et qui aimait beaucoup la France, dont il lui parlait souvent. C'était un personnage, me dit-il. Il comprend mieux ce que celui-ci lui disait depuis qu'il est lui-même en France. En fait, il y a toute cette imagerie que lui a transmise son oncle, mais maintenant, il découvre par lui-même la France. J'interprète cela. Là, j'ai provoqué un peu quelque chose, j'ai tenté quelque chose, et je lui dis, au fond, vous avez tout fait pour venir en France, car vous le désiriez depuis votre plus jeune âge, de petit garçon têtu. Il me regarde très perplexe, puis après un temps, son visage s'éclaire et il éclate de rire. En fait, j'ai fait ça pour qu'on arrive un peu à une décision de sa part d'être ici, et j'ai attrapé dans son discours ce qui faisait qu'il y avait peut-être un désir quand même pour sortir de l'errance. Pour conclure, de l'intime au politique. À travers ces deux suivis, j'ai voulu montrer en quoi l'acte analytique s'oriente de cet accueil du singulier en chacun. Singulier qui nous renvoie à cette part étrangère en nous-mêmes. Cet acte a des conséquences politiques, du seul fait que le sujet se fait alors responsable de ses actes, ce qui détermine son lien à l'autre et sa place dans la cité. Rappelons qu'au sens littéral, la politique est la façon dont s'organisent les sujets au cœur de la cité, polis. Ainsi, penser que la psychanalyse est une expérience d'un par un, une expérience intime, échappant au chaos, au malaise qui prévaut au dehors, est une erreur. De l'intime au politique, telle est notre éthique, plus que jamais en ces temps de transformation profonde de l'organisation du monde. Songeons au très beau film de Ai Weiwei, Human Flow. L'enjeu est réel, que chacun puisse faire de son chemin particulier un destin choisi et non une errance. Merci. Donc, je vous remercie pour cet éclairage très précieux sur la façon dont la psychanalyse peut permettre à un sujet avec un symptôme qu'il ne savait pas qu'il avait, de finir une analyse avec un symptôme qu'il sait qu'il a. Mais je pense qu'à travers ces deux cas de migrants, et peut-être plus spécialement le deuxième, le fait que vous lui permettiez de se rendre compte qu'au fond son symptôme c'est d'être têtu. Nous, les analystes, on va appeler ça un nom de jouissance. Au fond, à force d'être têtu, on peut en devenir bête. À un moment, peut-être qu'il en était un peu aveuglé de son côté têtu, et après avoir pu vous parler de ça, au fond, il en sort grandi. C'est un être têtu, mais de façon éclairée, et qui va pouvoir faire de son côté têtu quelque chose dans la vie. Donc, pour cette première remarque. Pour le premier cas, on en parlera tout à l'heure, j'étais très sensible à votre question sur la demande d'obtenir par votre biais des certificats, etc. Donc, moi je suis psychiatre, sans arrêt confrontée à cette question. Comment attraper cette demande pour en faire une rencontre et pas un point d'arrêt? Au fond, vous avez la solution de lui dire, écoutez, non, vous faites le pari, mais il y a déjà un transfert à vous, il continue à venir vous voir.
Voilà, nous, enfin, on en parlera tout à l'heure, on est parfois sur des choses un petit peu délicates où eh ben, il faut leur dire oui, mais plus tard. Voilà, pour accrocher quelque chose. Bon, maintenant, je laisse la parole à la salle et puis voilà. Donc, Patrick, donc, je suis de l'association CEFED, donc, qui est le collectif étranger français pour l'égalité de droit. Ils sont rattachés à la FASTI, pour ceux qui connaissent la Fédération des associations de solidarité à tous les immigrés. Donc, je profite tout de suite pour saluer et remercier donc, cette organisation et saluer aussi donc, la Passe Respire, avec qui nous avons beaucoup d'échanges. Ce matin on l'a eu, puis il y a une confirmation un petit peu sur l'essai d'approche que nous avons et qui peut rejoindre ce que vous évoquez, notamment en matière de relation avec les personnes qu'on reçoit. Donc il y a bien sûr parmi celles-là, des personnes qui sont effectivement dans des souffrances, mais on le mesure comme ça de façon très superficielle, parce qu'on n'est absolument pas professionnel, mais on le voit que dans certains cas, ça a l'air, c'est vraiment presque handicapant complètement pour eux. Et nous, donc bien sûr, on va tout de suite essayer de leur recommander d'aller auprès de la Respire, mais c'est pas comme ça qu'on voudrait que fonctionner. C'est qu'il y ait un échange qui est un poursuivi, et que nous, de notre part, on essaie de l'accompagner. Je dis bien l'accompagner, on dit à toutes les personnes qu'on reçoit, on les aide pas. On les accompagne, parce qu'on a besoin d'avoir un respect par rapport à leur positionnement, et aussi par rapport à, je dirais, le choix qu'ils ont eu, contraint souvent, d'être en France et d'essayer de pourquoi ils souhaitent rester en France et qu'est-ce qu'ils comptent faire. C'est pas toujours facile pour eux parce que certains c'est pas facile à délivrer. Et là, je rejoindrai donc évidemment le point que vous avez évoqué plusieurs fois, qui est la question de la singularité, ça c'est clair. Et le deuxième un deuxième aspect qui nous préoccupe beaucoup, et sans doute vous aussi, c'est celui de la temporalité où on est aujourd'hui dans un cadre, on est nous à essayer de répondre en quoi les aspects administratifs doivent pouvoir aider dans sa démarche, et où la temporalité vient obliger à introduire des délais, à se préparer devant un OFPRA ou un recours qui sont de plus en plus courts, et qu'on sent que les personnes vont à l'échec évident pour nous par rapport à ça. Et quand on lit, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire les attendus de l'OFPRA ou la CNDA sur les contenus, c'est vague, c'est pas précis, c'est incohérent et autres. A fortiori, on peut penser que les personnes qui sont vulnérables qu'on cite aujourd'hui, oui, il risque d'être assez difficile pour eux de relater ce qui se passe. Et je voudrais rajouter une autre chose, il y a sans doute plein de choses dont qui les imprègnent, qui les mettent en difficulté, et à cela s'ajoute ce nous considère une maltraitance institutionnelle qui vient rajouter des obstacles encore plus de ce qu'ils ont pu parcourir depuis leur départ, arriver leur trajet, et aujourd'hui je dirais cette suspicion généralisée qui se fait par rapport aux personnes notamment demandeurs d'asile. Je ne peux qu'être d'accord. C'est-à-dire sur la question de la temporalité, c'est ce que j'avais noté également. Là, je vous ai raccourci des suivis, mais effectivement, contre la première fois où je reçois quelqu'un qui est encore pris dans ses cauchemars et un trauma très vivant, et il y a le déroulé des signifiants. Il a fallu justement qu'il puisse parler, et que j'attrape dans cette chaîne signifiante quelques mots qui lui correspondent. Mais si on laisse pas ce temps-là, on se retrouve comme face à la machine qui vous répond au téléphone, effectivement. Il se retrouve dans une souffrance, des aspects où les mots ne sont pas là pour dire l'indicible, et en face, réponse 1 ou réponse 2, enfin à l'OFPRA, ça se machinise un peu comme ça, malheureusement. Pas tous, hein, mais effectivement, j'ai eu le sentiment sur pas mal de mes suivis d'avoir à temporiser, préparer avec eux, pour certains, ce qu'allait être cet entretien à l'OFPRA. Mais il faut qu'on puisse en avoir le temps. Et effectivement, là, vous me dites que ça va très vite. Il y a ce côté machine avec une efficience de plus en plus demandée, en tout cas par
par l'État. Moi, quand j'ai reçu ces personnes-là, j'en avais même un, je me souviens, lui, il arrêtait pas, tout le monde, il était logé, ils étaient tous ensemble dans des associations, puis il était le seul qui n'avait pas été reçu à l'OFPRA, alors il ne comprenait pas, il était très angoissé, et lui, au contraire, je temporisais en disant mais que ça allait arriver, comme ça qu'il aurait eu le temps de se préparer, enfin, oui, on sent bien, mais la psychanalyse, justement, que ça soit dans ces cas-là, ou même dans des cas complètement différents, en cabinet, on sent bien qu'il y a une forme de résistance à une temporalité qui veut toujours tout mettre dans l'urgence et que le sujet a son temps à lui et que c'est respecter son temps à lui qui est absolument primordial. Donc c'est notre forme de résistance politique actuellement. C'est de redonner du pouvoir à la parole et de respecter une temporalité qui ne soit pas que dans une urgence un peu hystérisée, dirons-nous, hein, parfois. Peut-être je laisse parler ou tu veux que je réponde à ce que tu m'as dit, sur le nom de jouissance têtu. Oui, bah c'est très juste parce que effectivement, bon, d'abord, ce signifiant, il est apparu pour une fois avec quelque chose d'une joie, d'un sourire, du souvenir d'enfance, tu vois, c'est-à-dire dans un contexte d'angoisse. Tu as des signifiants qui résonnent du côté du désir et tu les attrapes, enfin vraiment c'est un peu le fil qu'on va tirer, la petite étoile, donc c'était ça, et j'ai pas tellement vu ce que je faisais, comme on sait bien que c'est toujours dans l'après-coup, mais effectivement après ça a repris toute une logique puisque c'était quand même quelqu'un qui avait choisi dans son pays de se mettre en danger, très courageusement, mais il faisait de la politique dans un pays où il ne fallait pas en faire, entre guillemets, enfin il ne fallait pas en faire, je dirais pas ça, je l'ai trouvé très courageux, mais et en faisant de la politique, et il est arrêté une première fois, on lui dit d'arrêter, et il continue, on voit bien que c'est son côté têtu, qu'il y a une forme de jouissance là qui ne veut pas céder, et qu'après il se retrouve, ah ben zut alors je suis obligé d'émigrer, mais au fond tu as bien raison, d'une certaine façon, inconsciemment, en tout cas il y a eu une insondable décision de l'aide dans cette affirmation politique, dont il ne s'était même pas rendu compte, et ce signifiant-là de têtu a permis de tirer tout le fil de ce qui s'était passé pour lui. Et quand je dis s'en rendre responsable, parfois ça choque, parce qu'évidemment on a toujours cette idée qu'ils n'ont pas le choix. Évidemment, je ne remets pas du tout en question un certain réel, c'est-à-dire s'il avait pu, il serait resté tranquillement chez lui, mais il était dans un pays où son activité politique engendrait un certain réel, et donc d'une certaine façon, oui, c'était lui faire valoir qu'il avait un peu choisi. Une intervention. Bon, voilà, passe le micro. Quand vous parlez du trauma et de ce fil que vous avez tiré en partant d'un signifiant qui était raccroché à du désir et à un élan vital, en fait, puisque vous avez rencontré quelqu'un qui a quand même eu, qui a rencontré sa mort, c'est qu'à un moment donné, le trauma, il envahit tout dans le discours quand ils arrivent, et que ce signifiant et ces fils-là qui existent et qui sont là, enfin, je reprendrai la question auprès du docteur Perra qui dit bah, moi je suis psychiatre et j'ai pas toujours cette possibilité de les voir régulièrement, et effectivement ça demande un suivi régulier de pouvoir entendre ces signifiants là. Comment, enfin voilà, je pense que les équipes IPP sont confrontées à ça, c'est que ça fait beaucoup de choses à gérer d'un coup quand ils arrivent. Enfin voilà, il y a, entre cet espace analytique et cette prise en charge pluridisciplinaire où alors, je ne sais pas si vous voulez développer un petit peu. En fait, c'est pour ça qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire, c'est que chacun a sa place. Je veux dire, moi, et si par exemple je reçois un patient comme ça qui me répète qu'il est têtu, ça commence à me mettre la puce à l'oreille, mais je sais que je vais me gratter et que je n'aurai pas le temps de le recevoir. Donc je vais en parler à la psychologue et je vais lui dire, ben voilà, il me dit qu'il est têtu, est-ce que tu peux voir ça un peu avec lui? Donc au fond, voilà, je crois que tout notre travail à plusieurs, c'est ça, c'est que, voilà, enfin, on sait que les psychiatres, ils n'ont pas le temps, donc il faut qu'on délègue. Mais pour autant, il vaut mieux avoir les oreilles bien ouvertes, parce que quand ça vous tombe dans l'oreille, il ne faut pas le rater. Voilà, c'est à ça que l'analyse a pu me servir, c'est que quand on me dit un truc, tac, je dis, tiens, là, ça... Allez, je passe à l'autre. Mais en même temps, on s'en empare quand même, quoi. Il faut accepter de déléguer. Bah oui, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Enfin bon, il y a un moment, au niveau du travail, il y en a tellement que de toute façon on est obligé de déléguer.
Bonjour, je suis Danielle Grancher, bénévole au CEFED. Et je voulais faire un lien entre le moment d'avant, à la rue, et maintenant, de l'intime au politique. J'ai loupé le coche tout à l'heure pour prendre la parole quand c'était le moment à la rue, puisque nous sommes, en tant qu'association, d'accueil aux immigrés, puisque les demandeurs d'asile, je suis tout à fait d'accord avec la terminologie migrants, immigrés, émigrés. Migrants, c'est ne jamais s'arrêter, hein, c'est toujours bouger, donc c'est pas les migrants qu'on a en France, ce sont des immigrés, sauf ceux qui attendent pour partir en Angleterre, d'accord. Mais nous avons des immigrés qui connaissent la rue en France. C'est-à-dire que le demandeur d'asile, il y a de nombreuses personnes qui quittent leur pays, comme disait Madame Deveau, sans l'avoir choisi. Il y a une raison. Bon, quelle que soit la raison, il y a une raison de partir. Il y a des personnes qui arrivent avec un traumatisme par rapport au fait qui les fait partir. Ils arrivent en France, ils connaissent la rue. Ils ne peuvent pas aller mieux, ils connaissent la rue. De nombreux demandeurs d'asile nous ont dit « Je n'ai jamais dormi à la rue dans mon pays ». Et la France représentait quelque chose pour eux. France, terre d'asile, France, terre d'accueil. Et en fait, ils connaissent la rue. Ensuite, il y a ce fameux passage à l'OFPRA, mais le dossier à réaliser. Tous ceux qui ne sont pas francophones, il faut bien imaginer que c'est encore plus compliqué pour eux, pour s'exprimer et dans un délai, voilà. Et il y a des personnes, il leur faut beaucoup de temps pour être capables de raconter ce qu'ils ont vécu. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que on va en arriver tout à l'heure à l'étranger malade, c'est que le cumul, le traumatisme au pays, la rue en France, et ne pas être entendu, ne pas être cru, c'est-à-dire que celui qui n'obtient pas le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, il pense que, voilà, on ne l'a pas compris, il n'a pas été écouté, il n'a pas été entendu. Et ça, c'est aussi une souffrance rajoutée. Et il y a des personnes qui les accumulent comme ça, et bon, on voit que c'est très, très, très douloureux. Donc, je voulais faire ce petit aparté, là, sur les souffrances qui se rajoutent. Mais la rue, en France, elle existe, et bien de trop, hein, puisque normalement, il ne devrait y avoir personne à la rue. J'ai entendu quelqu'un ce matin dire, on m'a répondu, un enfant à la rue, il n'est pas en danger puisqu'il est avec sa mère. Il faut se rappeler qu'à une époque, c'était le Conseil général qui devait prendre tous les enfants moins de 3 ans en charge. Donc en effet, il y avait des placements de jeunes enfants dans des familles d'accueil et des foyers. Et les mères, les mamans qui venaient d'ailleurs ne voulaient pas se séparer de leur bébé. Donc c'était un traumatisme. Donc c'est vrai que quelque part, on peut entendre que le bébé, il est protégé par sa mère. Il est mieux peut-être avec sa mère que d'être séparé de sa mère pour être placé. Mais c'est la mère qui est en danger, puisqu'il y a des mères qui acceptent les relations sexuelles pour donner à manger à leur enfant ou pour avoir un toit le soir. Donc voilà, bon, moi je voulais témoigner de choses que j'entends, et parce qu'on est sur le terrain, et on n'est pas les seuls, hein, mais je veux dire, ça me révolte toujours de penser qu'il y a des personnes à la rue qui ne demandent pas à être à la rue, enfin il y en a peu qui le demandent, mais déjà l'expulsion des logements ne devrait pas exister, comme ça il n'y aurait pas de Français à la rue, et puis on ne mettrait pas contre les étrangers le fait que... Peut-être on vous remercie pour votre intervention, puis on va laisser la conclusion à Edwige Chaki, si vous voulez bien. Je voudrais juste conclure sur rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, j'avais la chance de pouvoir créer une temporalité assez longue dans ces suivis, mais je n'ai pas travaillé toute seule, je n'ai travaillé qu'en équipe. Mais ce qui est intéressant, et ensuite on va le voir, tu vas en parler, de ces demandes, c'est à un moment, je recevais ces sujets et la question était au fond, pourquoi venir me voir, puisque je ne leur apportais rien.
je ne suis pas psychiatre, pas de traitement. Et au fond, c'est là que ça se décale et que ça, il peut y avoir un petit miracle, c'est-à-dire justement juste être entendu dans le fait de reprendre son histoire. Juste, c'est ça, c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer ça aux politiques et aux dirigeants, mais ça a des effets. De ne servir à rien. Je ne servais à rien, ça a beaucoup d'effets. Merci beaucoup à vous, Edwige Chaki, psychologue, membre de l'ECF.